Bonjour, alors merci aux organisatrices et à l'institution qui nous accueille. Je tiens à dire par les échos indirects que c'est très agréable de travailler dans ce contexte et l'interdisciplinarité que vous convoquez oblige d'une certaine manière à une refondation des catégories. Peut-être que bon, on en reparlera sur l'irreprésentable, mais donc nécessairement je vais faire autre chose que ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire parce que justement, il y a quelque chose qui me travaille depuis hier, c'est cette convocation des formes culturelles, esthétiques, traditionnelles, mobilisées par l'université, la littérature, l'art plastique, etc., pour penser quelque chose qui est peut-être même, peut-être pas l'autre mort, mais la figure de ce que Georges Bataille, figure tutélaire de la philosophie contemporaine, et peut-être le plus grand penseur de la guerre après Auschwitz, appelait l'impossible. Donc je vais travailler sur cela. Alors, d'abord, c'est vrai que les images et les logiques de la guerre ont été, d'une certaine manière, à l'origine même de l'Occident. Le mot même Occident signifie meurtre, hein, ce qui tombe, ce qui est toxie, voilà, c'est la chute du soleil. Et donc, c'est peut-être pas un hasard si chez Héraclite, la guerre est présentée comme la mère de toutes choses, parce que, d'une certaine manière, Eris, Eros, la contradiction, on fait comme si la guerre était horrible, horreur, comme si elle était un apax, mais en fait, elle est continue dans l'histoire de l'Occident et dans l'histoire des hommes. On peut s'interroger d'une certaine manière sur cette rémanence. Mais toujours est-il que, alors je vous donne tout de suite mes présupposés de thèse, et puis après je conclurai sur ça. Je pense qu'il y a fondamentalement dans toute figuration, et même une figuration de l'infigurable, de la guerre, un paradigme théologique qui provient fondamentalement d'un fond sacré, au sens fort du terme, et notamment du fond monothéiste, d'un fond monothéiste qui s'initie à partir d'un meurtre rituel, dont les anthropologues nous ont précisé la signification, ce meurtre rituel ayant pour fonction à la fois d'ouvrir un horizon de sens, et en même temps de fermer toute interrogation indéfinie sur le pourquoi, sur la théologie du meurtre originaire. Alors le cinéma a produit justement dans ces thématiques et dans sa vision la répétition de ce massacre des innocents, que ça soit dans le suicide de l'enfant, dans cet enfant de la guerre, cet enfant qui symbolise l'Allemagne mis à bas justement après les 150 000 morts de Dresde, etc. Cette Allemagne qui a été bombardée avec cette facilitation que l'histoire a à de mythifier, c'est-à-dire de faire confondre le territoire géographique avec le nazisme, hein, ce qui permet d'une certaine manière l'ellipse de la population par l'abstraction au sens le plus originel des personnes qui y vivent. Eh bien dans l'Allemagne à zéro, comme dans le film de Louis Malle, Revoir les enfants, mais aussi bien déjà dans Lucien Lacombe, il y a cette idée dans le fond que le cinéma lui-même est traversé depuis ses origines par cette idée de la guerre. Les premiers à avoir développé les techniques cinématographiques, on ne le redit jamais assez, mais ce sont les techniques des armées, hein. Et actuellement, on en reparlera peut-être dans la discussion, mais le cinéma des armées, la communication des armées est extrêmement développée. Et pour Abu Ghraib, je ne suis pas sûr que certaines fuites n'aient pas été occasionnées par le service des armées dans une guerre des images qui s'appelle la propagande. Mais on reviendra sur ça. Donc l'art cinématographique n'a eu de cesse de montrer l'absurdité de la guerre de manière plus ou moins stylisée, de manière plus ou moins... Alors pour le coup, là, je ne ferai pas une critique esthétique des canons artistiques. Je mettrai sur le même plan, si vous voulez, le film de Rossellini, quoiqu'il est initiatique, puisque il termine sur un tabou quand même, sur le suicide d'un enfant après-guerre, donc Allemagne année zéro, c'est ça que ça veut dire, quoi. Et le blockbuster, que ce soit Stalingrad, Blood Diamond, etc., qui reprend des codes esthétiques, des codes artistiques, pour évoquer d'une certaine manière une jouissance de la guerre, voire une jouissance imaginative, une jouissance reproductrice, qui s'apparente assez bien, d'une certaine manière, aux décharges dont Marcus disait qu'elles étaient liées au besoin d'un ordre et d'un désordre pour réguler la répression sociale dans le cadre des sociétés industrielles. Mais toujours est-il que on peut s'interroger sur le recours systématique à ces figures qu'on va appeler des figures
théophaniques ou des figures théologiques, ou des figures cignitives, comme le dit Derrida par exemple dans L'écriture et la différence, pour faire d'une certaine façon le parangon, le stéréotype de la brutalité et de la violence guerrière dans ces images religieuses. Alors je parlais tout à l'heure de Rossellini, hein, ou avec une inversion, la mort de l'enfant ne signifie pas la naissance de l'humanité, hein. C'est pas la renaissance annoncée de Christ, mais la mort peut-être de la civilisation, hein. Il y a chez Rossellini dans tout le cinéma, Paisa, etc., La conquête de Rome, tout le premier réalisme italien, il y a cette idée dans le fond que le cinéma ne pourra dire que ça maintenant, d'où le terme de réalisme. Et puis on l'a aussi d'une certaine façon dans la pendaison de l'enfant dans le film Stalingrad, où l'enfant qui devient admiratif dans cette partie de ping-pong entre deux snipers qui symbolise l'Est et l'Ouest, dans une ville qui a quand même donné un certain nombre de millions de morts et qui symbolise encore beaucoup, aujourd'hui encore beaucoup pour le monde, eh bien, cette idée, dans le fond, que ça se joue sans les enfants et que les enfants ne peuvent pas être innocents. C'est une idée qu'on retrouvera d'ailleurs qu'on retrouve déjà chez Hegel. Donc l'enfant, il renvoie par son être à la naissance, donc à la futurition, à la volonté de vivre, à la possibilité de l'innovation, de la création, à l'ouverture d'impossibles. Et en même temps, le but de la guerre, c'est de détruire la vie. Alors il faudrait être plus analytique, parce qu'il y a des formes de guerre qui consistent à détruire des territoires, d'autres du vivant, d'autres à prendre, etc. Aujourd'hui, on est dans des guerres qui sont un peu plus techniques, beaucoup plus chimiques, qui atteignent le vivant, des guerres biopolitiques. Mais disons que, dans le fond, la guerre vise à contraindre et à faire capituler la vie sur elle-même, hein. Si on reprend le concept spinoziste du conatus, le fait que tout être vivant veut persévérer dans son être, ce qu'il appelle le conatus, on peut dire que la guerre vise justement à faire en sorte que l'individu abandonne son conatus, abandonne son droit à la vie pour, dans le fond, devenir l'antithèse de la vie, de devenir un mort-vivant. Donc on pourrait déjà proposer comme hypothèse que le but de la guerre, aujourd'hui, c'est de produire des morts-vivants. D'où la rémanence, par exemple, des films sur les zombies, etc., etc. Mais par oxymore aussi, l'enfant dans la guerre désigne la fin de toute vie possible et en même temps la possibilité d'une vie en dehors du monde adulte. On a le cas, par exemple, dans des films comme Jeux interdits, etc. Mais ce contrôle sur la vie et la mort des enfants nous oblige à nous interroger sur la capacité de mettre en scène, ce qui vient d'être dit à l'instant, ce qui excède toute scène. Alors, littéralement, ce qui excède toute scène, ce qui excède toute signification, ce qui excède toute expression, ça porte un nom dans la culture occidentale, ça s'appelle la transcendance. Et donc, dans le fond, la guerre serait liée fondamentalement à la transcendance. Et on peut comprendre qu'il y a eu toute une littérature mystique, hein, de guerre. Je pense par exemple à Ernst Junger dans Orage d'acier, je pense aussi à Monterland, je pense à Marinetti, etc. Et je pense aussi, puisqu'on parlait de son tout à l'heure, effectivement, avec le premier exposé, je pense à Beethoven dans la symphonie numéro 5, mais tout aussi bien Mahler, Britten dans les symphonies de la guerre. Enfin, il y a toute une sorte de sacralisation théophanique de cette guerre considérée comme transcendance, la guerre étant la promesse, cette fois-ci avec une inversion, d'une autre vie. Alors, dans la culture occidentale, on peut le dire, l'enfant tué est sacrifié, et il est sacrifié à la manière religieuse, c'est-à-dire qu'il est immolé rituellement, afin d'absorber le scandale injustifiable du meurtre de l'innocent. Donc, par exemple, c'est une chose qui m'a toujours étonné en philosophie, la rémanence des métaphores de guerre. Sans aller jusqu'à Nietzsche ou Clausewitz, dans tous les textes de philosophie, tous, indistinctement, vous prenez Descartes, la destruction de la ville qu'il faut reprendre de A à Z, comme on vide un panier de pommes où il y a une pomme pourrie, que ça soit Kant dans le conflit des facultés, Kulturkampf, que ça soit Platon, bien évidemment dans le livre 3 de la République, mais dans le Tête-Tête, qui commence par un cadavre qu'on ramène de la guerre, avec une réflexion sur la sensation, la science, etc. Dans toute la philosophie occidentale, la guerre, je ne dirais pas qu'elle a été la santé des peuples, pour reprendre Hegel, mais a été un modèle, si vous voulez, d'intelligibilité du rationnel. Et par exemple, pour Hegel, il a cette phrase terrible dans les cours de 1820-1821 sur la philosophie de l'histoire, Kostas Papayioannou a réuni dans un petit texte qui est emblématique qui s'appelle La raison dans l'histoire. Hegel dit, sur le champ de bataille, la fleur qui se fait écraser par la botte du soldat
est coupable, elle est responsable parce qu'il n'y a pas d'innocence. Donc la guerre aurait cette tendance, on pourrait reprendre le concept schmittien, à absolutiser les conflits. Dans la guerre, dès qu'il y a guerre, personne n'est innocent. Donc dans le fond, Hegel invalide déjà la notion de guerre juste. Ça n'existe pas une guerre juste, par définition. La guerre juste, elle est juste pour celui qui la gagne, pas pour celui qui la perd. Vae victis. Donc, d'une certaine façon, et cette philosophie de l'Occident culmine avec la philosophie de Heidegger, qui en 1927 décrit dans Être et temps, un ouvrage très important, la définition de l'être humain, du Dasein humain, comme étant un Sein für Tod, un être pour la mort. C'est-à-dire que, vous voyez, l'inversion, l'être humain n'est plus un vivant pour la vie, mais c'est un vivant pour la mort. C'est-à-dire que non seulement il intériorise l'idée qu'il va mourir, toutes les questions de l'angoisse, toute cette littérature qui apparaît, etc., mais aussi cette idée qu'il peut mourir à tout instant. Et donc la possibilité de la mort détermine plus son être au monde que la possibilité, par exemple, d'anticiper ou d'imaginer, etc. Donc ça amène à une rationalisation de l'injustifiable, hein, qui a bien été analysée notamment par Merleau-Ponty, hein, dans Sens et non-sens, mais aussi bien qui vise à donner du sens à ce qui n'en a pas. J'en veux pour preuve, par exemple, tout ce courant philosophique allemand, phénoménologique. D'ailleurs, on a beaucoup convoqué la phénoménologie ce matin sans la citer. Hein, la présentification de l'irréprésentifiable, l'infigurable, etc. Bon, ce sont des thématiques très fortes dans la crise de Husserl, mais aussi bien dans le dernier Derrida. Eh bien, certains philosophes vont même jusqu'à faire de l'irrationalité la preuve de l'existence de Dieu. Par exemple, le silence de Dieu face à la Shoah montrerait, hein, selon par exemple Jonas, dans le principe de responsabilité, que c'est l'homme qui est responsable de l'impuissance de Dieu parce que Dieu lui donnerait la liberté d'agir et de faire autrement qu'il ne fait. Vous voyez, on revient à ce qu'on appelait au XVIIe siècle, à la suite de Leibniz, des théodicées. Chez Bloch, Bloch est un philosophe assez important, Principe Espérance, c'est un grand texte en 4 tomes, une partie a été traduite en français en 1976. Bloch dit la même chose, mais en disant que dans le fond, il faut réhabiliter l'utopie pour pouvoir faire en sorte que les conflits aient un sens dans l'histoire, en mobilisant le messianisme, l'ésotérisme, etc., afin de responsabiliser les hommes dans l'histoire. Donc, cette détresse enfantine, c'est-à-dire la souffrance de l'enfant, l'injustifiable de l'enfant, qu'on retrouve par exemple dans le film de Robert Wise, La Canonnière du Yangtze, qui est un superbe film, entre parenthèses, parce que déjà on y mélange le documentaire et la fiction, hein, avec des scènes, regardez-le, il y a des scènes vraiment fantastiques sur l'Asie, eh bien, symbolise cette détresse enfantine où on a le protagoniste joué par Steve McQueen, qui est l'anti-héros, qui fait des guerres sans arrêt, qui se met du côté, pour le dire rapidement, du colonisé pour organiser un match de boxe en disant tu peux gagner, dont on comprend qu'il était exclu de l'école pour une injustice subie, et, rémanence suprême du cinéma parousique et américain, il rencontre une institutrice qui va le réconcilier avec la vie, et donc il la sauve avec le sens de l'histoire, mais à la fin il meurt, assailli de toutes parts par les troupes nationalistes chinoises, celle de Chiang Kai-shek en l'occurrence, et qui appelle, son dernier cri c'est maman, maman, et dans la version américaine, n'est pas en version maman, qu'est-ce que je fous là, ouais, qu'est-ce que je fais là. Donc reprenant cette figure de l'enfant dans la détresse, d'ailleurs on a souvent ces témoignages pour organiser des tables rondes sur le terrorisme dans le Sahel, on a souvent des témoignages de gens qui disent qu'au moment de la mort, ils appellent leur mère. N'en faisons pas des lectures psychanalytiques, hein, mais faisons-en plutôt des lectures mariales. L'idée de la pietà m'intéressait tout à l'heure, comme, encore une fois, paradigme, comme image du sacrifice injuste. Alors là, on a, en creux, cette figure christique de l'abandon, cette fois-ci pas de la mère, mais du père. Hein, dans le Christ Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à l'inverse, vous avez le geste de Korjak qui accompagne ses élèves jusqu'à Treblinka, ne voulant pas les actualisant un principe de responsabilité, ou bien le film de René, Nuit et brouillard, de 56, qui décrit d'une certaine manière, en utilisant des plages de silence, bien, l'impossible de la guerre, en disant, bah, voilà, la guerre, toute guerre mène à un génocide. Autrement dit, il y aurait parce que c'est pas la même chose, mais il y aurait une conclusion, enfin une inférence logique de la déclaration de guerre au génocide. Alors, je vais aller un peu rapidement. On peut dire que quand les adultes, dans le monde des adultes,
quand les adultes sont là, le jeu, qu'il soit interdit, c'est-à-dire le jeu de l'enfance, n'existe plus. Il n'y a pas de jeu de la guerre. Il n'y a pas de jeu de la guerre. C'est une métaphore idéologique, hein, parce que la guerre ne tolère aucun jeu, aucune interprétation. Dans la mesure où elle est une techné, ça s'apprend, il y a des écoles de guerre. Quand on dit qu'on joue à la guerre, c'est-à-dire qu'on joue à la guerre comme on joue en tant que musicien, c'est-à-dire qu'on répète, on se prépare. Et donc, dans le fond, le monde adulte, il introduit une séparation, une coupure et un rappel d'un principe de réalité insoutenable. Et l'enfant, c'est celui qui, d'une certaine façon, dans la guerre, ne doit pas être vu parce qu'il rappellerait justement l'interdit de la guerre, l'interdit du meurtre originaire. Donc la figure du sacrifice de l'enfant, elle a une triple fonction. Elle a une fonction d'occultation et d'invisibilisation de l'horreur, une fonction en même temps de continuité de celle-ci, hein, loi du talion, massacre d'innocents, rappeler la pietà, etc., de rédemption, si vous voulez. Et puis une troisième fonction, d'une certaine façon, il doit disparaître, l'enfant doit disparaître, parce qu'il ne serait que le symbole de l'avenir. Et on le voit dans le cinéma d'Eisenstein, je n'ai pas le temps de le démontrer, etc. Mais la brutalité de la violence guerrière, de la violence guerrière, parce qu'il y a d'autres types de violence de la guerre, font que, d'une certaine manière, il y a une défection sans arrêt de la possibilité de symboliser quoi que ce soit. Et c'est intéressant quand on discute avec des gens qui ont été à la guerre, qui ont fait la guerre, comme on dit, et qui sont revenus de la guerre. La guerre, pour eux, c'est peut-être maximum 10, 15, 20 hommes tués. Voilà ce qu'ils voient dans les guerres. Mais du point de vue de l'état-major, on voit 1000, 2000, 3000, voire même plus. C'est intéressant. La question de la topologie de la guerre, de là où elle se situe. Où se situe la guerre? Et là, je n'ai pas le temps de le faire, mais dans l'article que je vous avais donné, c'était ça. Montrer que la guerre, aujourd'hui, est partout. Dans la vestimentation, dans les maquillages, dans les piercings, dans les tatous, etc. Toute cette culture-là est une culture de guerre. Je n'ai encore une fois pas le temps de le montrer, mais les premiers tatouages sont des tatouages qui viennent des batailles militaires, où sur le champ de bataille, il fallait se reconnaître rapidement. Et donc, ces couleurs de guerre, voilà, ces couleurs de guerre avaient cette fonction. La vestimentation léopard qu'on voit sur les petites filles maintenant de 6 ans dans les écoles, ou le sac léopard, vient, vous le savez, du costume qu'on appelait à l'époque bijard, donc des costumes parachutistes, des forces d'intervention extrêmement violentes. Les piercings, c'est pareil. Les piercings faisaient référence aux marins. Alors ceux qui portaient à gauche, c'était les marins de guerre, et à droite, c'était la marine de commerce. Et ces piercings ont été récupérés dans le milieu gay aux États-Unis pour en faire des modes de reconnaissance dans les années 60. Et ça a proliféré, et avec les crânes rasés, la musculation, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le look para, le look militaire, le look guerrier, qui, d'une certaine façon, a esthétiquement façonné la société. C'est aussi une de mes conclusions, c'est de dire qu'il y a des habitus sonores, visuels, vestimentaires, esthétiques, qui sont des préparations performatives à l'acte de guerre. Je continue. L'enfant, dans la guerre, il est seul. Il est donc voué à construire son Umwelt. Et donc, par le fait, les pleurs d'un enfant, la souffrance d'un enfant, dit beaucoup mieux que n'importe quelle analyse philosophique le fait qu'il y a une perte de sens et une irrationalité dans le processus civilisationnel, en tout cas en Occident, depuis jusqu'à aujourd'hui. Je n'insiste pas sur ces films-là, mais je voudrais montrer que la photographie des enfants, par exemple, pris dans la guerre, a tendance à reprendre l'iconographie dramatique, christique et religieuse. Ça a été dit, hein, ça et là, on a parlé de Pietà, on a parlé du grotesque, etc. Mais on voit que le signe est surdéterminé par lui-même. C'est-à-dire que le sens est écrasé dans l'expression, avec un risque d'une esthétisation, hein, ce que j'ai appelé l'aesthésis apollinien, pour faire une référence au premier texte de Nietzsche, hein, entre l'Apollon et Dionysias. On ne peut pas oublier quand même que Nietzsche part d'une constatation que la vie est horrible, est horreur, souffrance. C'est un disciple de Schopenhauer, qu'elle est guerre, hein, et que la culture n'est rien d'autre que le vernis que nous mettons pour gérer ces forces dionysiaques. C'est la construction de l'apollinien, etc. Il y a ce risque, voilà. Par exemple, là, on a la version un peu surimposée, comme ça, figure du cri de Munch, hein, avec un plan tout à fait spécifique, avec inconsciemment, peut-être, je ne dis pas que c'est conscient, je ne dis pas, attention, que le photographe a voulu esthétiser, mais j'ai un ami ambassadeur qui me dit toujours le malheur, notamment avec l'Afrique, c'est que c'est beau partout.
Donc dès qu'on prend une photographie, ça devient esthétisé. Mais ça devient esthétisé parce que nous suresthétisons par un inconscient plastique qui nous habite. L'art n'est pas innocent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, c'est pareil. On a le figure de Massacre de Sio, figure de Delacroix, qu'on peut retrouver, en plus avec le jeu sur les jumelles, l'application, ce mouvement, comme ça, on peut faire une analyse. Bon, l'enfant miraculé, c'est une rémélance de Delatour ou des tableaux de Quattrocento. Enfin, on a, de même, là, petit à petit, je vous laisse un peu projeter toutes les images mentales qui sont celles de la culture. Hein. Ça peut être la ronde, ça peut être Uccello, etc. Jusque dans les larmes christiques, hein, de ces enfants soldats qui, malheureusement, continuent à être exploités dans les conflits. Alors que nous montrent ces images et ces paradigmes, sinon qu'il y a des grammaires du sensible, des grammaires de réception de l'indicible, et que ces grammaires, elles ont un fond théologique, et que l'art religieux, mais laïcisé, reprend les styles et les figures iconiques de la religion du meurtre de Dieu. Ça, c'est la première remarque conclusive. La deuxième remarque, c'est que l'art, on peut le lire comme ça. On parlait de Caravage tout à l'heure, hein. Caravage et le sang, il y a un maniérisme. L'art est une idéologie émotionnelle de la guerre. Donc, quelque part, il la justifie. Il la justifie, cette guerre. Je vais conclure très rapidement, de manière condensée. Il existe une culture de la scène ou de la mise en scène de la guerre qui participe à ce que on a appelé le national-esthétisme dans le mythe nazi analysé par Nancy et Lacoue-Labarthe, mais qui participe d'une certaine façon d'une esthétisation comme figure d'invisibilisation politique de l'acte irrationnel de la guerre. C'est-à-dire que l'impossible, la première figure de l'impossible, c'est les larmes d'Eros, pour parler comme bataille. On calque l'impossible par l'art. On peut avoir une autre lecture, par exemple, maintenant des peintures pariétales. Deuxième mini-conclusion, cet abîme, cette part maudite, elle ne peut être dite que par le tremblement du corps ou par l'affect. J'aimerais beaucoup discuter avec vous du musée de Berlin, je ne sais pas si vous le connaissez, le musée de la Shoah, où volontairement l'architecte a incliné légèrement les plans pour qu'on ait un malaise. En sortant de ce musée, j'avais mal à la tête, etc. Je croyais que c'était ma vision. Et en fait, ça a été intrinsèquement construit par l'architecte pour donner un sentiment de nausée. Il a créé le sentiment de nausée volontairement par des déclivités, etc. Voilà. Donc cette idée, dans le fond, qu'on peut montrer que par un bouleversement intrinsèque, d'où ma question tout à l'heure sur l'implosion et l'explosion. Et puis, deux points, mais sur lesquels je reviendrai peut-être. C'est le fait qu'il y a des schèmes optiques, sonores, on l'a entendu tout à l'heure, qui permettent de constituer des signes proprioceptifs traduisant des habilitations à l'acte guerrier. C'est ce qu'on pourrait appeler un champ de recherche sur l'ontologie perspective critique qui ferait l'analyse à la fois sur un plan poétique et un plan pratique des affects qui constituent la mise en disposition du corps pour, par, dans la guerre. Je vous remercie.